Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021. Au sommaire ce soir. Les élus du Grand Annecy ont tranché ce jeudi soir concernant le futur schéma de transport en commun de l'agglomération. Après un vote historique très serré à une voix près, c'est finalement le scénario qui prévoit un mélange entre le bus et le tramway qui l'a emporté. Nous entendrons quelques réactions dans ce journal. Et puis nous prendrons de l'air avec notre chroniqueur Hugues de Vries, le responsable du potager du château de Menton-Saint-Bernard. Avec l'automne, c'est le temps des boutures qui arrivent. Nous vous donnons quelques conseils pour bien les réussir. Le scrutin était très attendu après des dernières semaines de divergences, de débats et d'opposition. Ce jeudi soir, les 95 élus du Grand Annecy ont voté pour le futur plan de mobilité de l'agglomération et c'est presque 210 000 habitants. Alors que plusieurs membres de l'opposition ont appelé à un report du vote, c'est finalement le scénario mêlant le bus à haut niveau de service et le tramway qui l'a emporté d'une courte tête avec 45 voix contre 44 voix pour le schéma dit du tout-bus. Il devrait donc y avoir 3 branches desservies par des bus à haut niveau de service et une ligne de tramway sur l'axe Sénaux-Pringy pour un coût de plus de 600 millions d'euros. Je vous propose d'écouter Frédérique Lardet, la présidente du Grand Annecy, ainsi que François Astorg, le maire d'Annecy, qui avait des visions assez diverses sur ce sujet. C'était déjà serré au sein de la commission mobilité, puisqu'on avait déjà quelques tendances. C'est vrai que le résultat avait été plus large pour la solution tout BHNS dans le cadre du conseil privé d'agglo. Les résultats ont été modifiés, puisqu'il y a eu quelques tractations, on va dire. Et puis voilà, après l'essentiel pour moi, c'est pas cela. C'est pas est-ce qu'on met un tram, est-ce qu'on met un BHNS. De toute façon, la décision, elle va surtout se passer pour ce mandat le 16 décembre, pour savoir par quoi on commence. Et ensuite, donc là, effectivement, on a cadré le schéma général pour les 3 mandats qui arrivent. En tout cas, nous, celui qui nous concerne aujourd'hui, là où on est élu, il faudra le 16 décembre déterminer si on commence par la partie BHNS ou si on commence par la partie tram. C'est une présidente et 94 élus communautaires qui, d'une seule voix, unanimement, 100% ont voté pour un transport en commun, 5 branches en site intégral. Donc c'est une première. C'est d'ailleurs une première puisque nous sommes la seule agglomération à avoir délibéré dans ce sens-là. De pouvoir parcourir l'ensemble du territoire d'un seul bloc. Bien évidemment pas sur un seul mandat, sur 3 mandats, mais on y va. L'essentiel c'est de mettre la première pierre. Vous savez, en politique, c'est toujours un peu pareil. Quand vous vous engagez, vous dites je vous propose de faire ça, que vous êtes élu pour faire quelque chose, eh bien quand vous y arrivez, bien sûr que vous êtes content. Mais ce n'est pas une victoire personnelle en tant que telle, c'est la victoire d'une équipe. Et puis c'est un engagement qu'on avait pris. Je rappelle que pendant les dernières élections, les équipes en face, c'est-à-dire les équipes de Jean-Luc Rigaud et de Denis Dupertuis, mettaient qu'ils souhaitaient aussi un tram. Donc il y avait une vraie volonté des Annéciens d'avoir un tram, mais ce n'est pas un équipement que pour la ville, je le répète, c'est un équipement qui sert à l'ensemble du bassin de vie et il va falloir qu'on travaille très vite sur les transports pour les territoires périurbains et les territoires ruraux, parce qu'il y a une vraie problématique de transport là-bas. On reste à Annecy où la municipalité a dû prendre une décision difficile, celle de réduire les horaires d'accueil en crèche municipale. Une annonce qui s'explique par le manque de personnel éducatif au sein des 24 établissements de la commune. Même si la problématique est nationale, la Haute-Savoie est l'un des départements de France les plus durement touchés, car beaucoup de personnel partent vers la Suisse pour des raisons salariales. Selon le dernier recensement, il manquerait 62 postes dans toute la ville. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. L'information a été rendue publique par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. La ville d'Annecy a pris la décision de réduire le temps d'ouverture de ses crèches municipales pour pallier à un manque de personnel. La crèche Valinfière accueille une 50aine d'enfants pour seulement 13 encadrants quotidiens. La concurrence avec les établissements privés ou suisses, couplée aux nombreux arrêts de travail, a mené à une décision difficile et pour certains contraignante, réduire de 30 minutes le matin et le soir le temps d'ouverture de la crèche. On accompagne les familles déjà, beaucoup, notamment celles qui sont fortement pénalisées. Et c'est vrai que la recherche de solutions, elle a été faite en mutualisant, en essayant de voir comment on allait impacter les familles et quand est-ce qu'on pourrait le plus vite possible leur redonner des conditions de travail et garantir leur emploi favorable. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes éthiques, moraux, de savoir qu'il y a des gens qu'on met dans une difficulté majeure. Et à la fois,
n'est pas magicien. Au niveau de la ville d'Annecy, 24 crèches municipales sont ainsi impactées. Sur les 300 employés, il y aurait selon le dernier recensement 62 postes encore à pourvoir. Actuellement, d'où le communiqué de presse, le but c'est de communiquer le plus possible pour essayer de susciter des candidatures. Pour l'instant, ça reste difficile, mais on essaye de susciter des candidatures. On développe également l'apprentissage, on développe la validation des acquis de l'expérience. Ça a un impact modéré, mais ça peut être des éléments qui permettent d'avancer. Malgré la recherche active d'employés, aucune nouvelle candidature n'est pour l'heure parvenue dans cette crèche. La Haute-Savoie ayant un taux de chômage un point inférieur à la moyenne nationale. C'est l'heure de notre chronique et ce vendredi, nous prenons l'air, direction le potager du château de Menton, Saint-Bernard, avec son responsable Hugues de Vries, qui va nous parler de bouture à l'heure de l'automne. Regardez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici sous le soleil. Je suis avec Hugues de Vries. Bonjour Hugues. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir ici chez toi. Je rappelle le potager du château de Menton-Saint-Bernard. On a de la chance avec le temps. Déjà, comment est-ce que tu vas? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, ça fait un sacré moment. Ça va très bien. C'est la reprise des activités depuis septembre. Là, ça fait du bien. Séminaires, formation. Bon, côté production, c'est sûr que on arrive à l'automne, donc on est plutôt sur du chou, du poireau. Ou du potiron, courge, etc. Mais maintenant, il y a plein d'activités à faire au potager. Justement, dis-nous un petit peu ce qu'on peut faire en ce moment. On est fin octobre, début novembre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici au château de Menton-Saint-Bernard? Déjà, on avait parlé l'an dernier de tout ce qui est travail du sol. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut vraiment pas oublier. Pailler, retravailler son sol, c'est-à-dire lui redonner de quoi manger pour revitaliser son sol. Et puis là, c'est vraiment la période idéale du bouturage. C'est pour ça, là, on est dans le jardin des simples, une simple étant une plante médicinale à usage simple, tout simplement. Et là, j'ai envie de dire que tout se bouture. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le bouturage? Le mieux, c'est que je te montre peut-être. C'est simplement, on va prendre une branche. Alors, certaines plantes, c'est plutôt la branche de l'année. Certaines autres, c'est la branche de l'année précédente. On va la couper et au niveau des terminaisons où les feuilles démarrent, on va enlever les feuilles et on va enterrer cette partie-là. Et dans ces terminaisons-là, c'est là qu'à la place des feuilles vont pousser des racines. Donc pour un nouveau cycle. Exactement. Donc c'est assez exaltant parce que bien que ce soit l'automne, on crée la vie en fait, en bouturant à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est une période qui est plutôt sympa parce que c'est en préparation de l'année suivante. Tout le monde peut bouturer, j'imagine? Tout le monde peut bouturer, bien sûr. C'est une activité à faire aussi avec, j'imagine, peut-être les enfants? Mais complètement. Voilà, faire attention aux sécateurs, c'est coupant. Mais tout à fait, c'est une activité qui peut se faire en famille sur de la plante ornementale, sur de la plante aromatique, médicinale, sur du fruitier, sur à peu près tout et n'importe quoi. Là, je suis avec Marc, il m'a rejoint récemment. Il est en train de bouturer des plantes aromatiques. Je t'invite à aller voir. Justement, ici, dans ce potager, tu peux nous donner quelques exemples de plantes que tu vas bouturer? Écoute, là, ce qu'on bouture classiquement, là, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, on va retrouver du thym, de la sarriette, de l'origan. On va bouturer aussi du romarin. Ça, c'est des plantes qui sont vraiment faciles. C'est des arbustives, elles sont costauds, donc elles reprennent assez facilement. Là, ce qu'a fait Marc, c'est qu'on est en train de bouturer de la verveine. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Elle n'est pas facile à bouturer, donc on ne la met pas directement en pleine terre. On la fait plutôt tremper dans de l'eau de pluie. J'insiste sur le fait que ce soit de l'eau de pluie et pas de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet est souvent un peu chlorée. Du coup, le chlore et la vie, ça ne fonctionne pas bien ensemble. Merci Marc. On va faire tremper pendant au moins une quinzaine de jours une pousse de verveine avec du saule ou de l'osier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, naturellement, le saule ou l'osier va émettre de l'hormone de croissance. Finalement, c'est sa façon de se reproduire. L'osier ou le saule se fait déraciner lors des crues. Il va partir avec le courant, il va se planter dans des cailloux, dans du sable, et il va être capable de reprendre. C'est sa condition de survie finalement. Et il a cette propriété d'émettre de l'hormone de croissance. Donc si on fait macérer, ou disons, si on fait baigner un plant qu'on veut bouturer, comme cette verveine, avec de l'osier, eh bien, la verveine va bénéficier de cette hormone de croissance ou de bouturage.
C'est bien, c'est un espèce de cercle vertueux en fait. Complètement, absolument. Donc en plus du saule et de l'osier, on en a partout, Si, puisque les plessis sont faits comme ça, les plessis vivants. Du coup, on l'a fait tremper pendant, allez, bien 15 jours à peu près, hein, Marc, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Créer une rhizosphère en fait, pour créer des petites racines. Et une fois que la verveine est prête, on la met en pot. Quelques conseils pour les gens qui nous regardent, qui auront envie de se lancer justement dans le bouturage. Quels sont les bons gestes, les gestes à ne pas faire, les gestes à ne pas rater? Tout à fait. Alors, on va prendre un exemple simple. Hop, je t'emprunte ton couteau. Ouais. Merci. Donc, le réseau racinaire, déjà, la coupe, on va la faire légèrement en biseau avec un outil propre. Parce qu'il ne faut pas colporter des maladies d'une plante sur l'autre. Donc, on nettoie ces outils entre chaque bouture. On va enlever une partie de l'écorce. Et chaque terminaison qui porte des feuilles, on va enlever les feuilles. On peut le faire avec les doigts. Hein. Et ces terminaisons-là vont porter des racines parce qu'elles vont être soit immergées dans l'eau dans un premier temps, puis immergées dans la terre. Et il suffit juste de planter cette partie que je viens de dégager dans la terre et laisser faire le travail de la nature. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces feuilles, c'est toute l'évapotranspiration de la plante. Donc si on réduit les racines, ce qu'on a fait drastiquement puisqu'on a coupé la branche, il faut absolument réduire la surface de respiration. Voilà. Donc ça c'est le petit conseil. Hein. Sur du thym, on va réduire la surface d'évapotranspiration de la plante pour avoir un rapport à peu près équilibré entre le réseau racinaire à naître et la partie respiration. Donc ça c'est le conseil. Et quand on est sur des plantes avec des grandes feuilles, je prends le pommier qui se reproduit davantage en greffe plutôt qu'en bouture, mais ça se fait aussi. Il faudrait couper les feuilles. Bon, même si à l'automne les feuilles tombent. Hein. Mais sur voilà, la nature le fait tout seul. Mais si on a une plante, par exemple comme la consoude ou d'autres plantes qu'on a ici, qu'on veut bouturer, alors qui possèdent des grandes feuilles, il faudra, typiquement le laurier par exemple, il faudra couper les 2/3 des feuilles pour que la plante survive. Une dernière chose, est-ce qu'il y a des plantes qu'on ne peut pas bouturer, qui ne sont pas faites pour ce type d'opération? Il y a des plantes qui ne sont pas faciles, mais a priori tout se bouture, hein, tout se reproduit. Hein, mais il y a des plantes qui ne sont pas simples à bouturer. Je pense à une par exemple qu'on a bouturée pourtant. Hein. C'est le figuier qu'on voit ici. Alors on le voit planté dans des pots qui ont été paillés. Hein, un petit clin d'œil à la nécessité de pailler toutes les zones de culture, même les pots. Et ce figuier était trempé au préalable, comme la verveine, pendant 15 jours dans cette eau avec de pluie, tout à fait, avec du saule ou de l'osier. Maintenant, le figuier, il va mieux fonctionner en marcottage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Le marcottage, ça consiste simplement à prendre une branche vivante, connectée à son arbre, enlever certaines feuilles et certains nœuds. On va plonger cette partie qu'on a nettoyée de ses feuilles dans de la terre, soit dans un pot ou soit directement en pleine terre, en laissant l'extrémité de la branche. Le flux de sève va continuer. Par contre, tous les nœuds qui ont été enterrés en contact avec la terre vont faire des racines, mais avec une vitalité qui est apportée par l'arbre mère en fait. Et grâce à ça, au bout de 4 mois, 6 mois, on va pouvoir couper, déconnecter, couper le cordon ombilical entre l'arbre mère et entre guillemets la bouture ou comment ça s'appelle, partie marcotée. Ouais, ça, ouais. Et on aura un pot avec une branche et ses racines. La nature est décidément bien faite. La nature est très bien faite, heureusement. Merci, on ne fait que l'accompagner. Merci. Encore, c'est grâce à des personnes comme toi que c'est bien possible. Merci beaucoup Hugues. On se retrouve très rapidement. J'espère que vous avez pris de bons conseils. On compte sur vous pour bien bouturer. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle chronique avec toi. Parfait. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Sébastien. À très bientôt. Une idée de sortie à présent pour ce samedi. Avant de se quitter, je suis en liaison vidéo avec Caroline Imperato, Alice Khalifa et Mathias. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors Caroline, vous êtes la directrice de l'association Grandir et Créer qui organise le premier festival des jeunes en action. Avant de revenir plus en détail sur ce festival, un petit mot de présentation s'il vous plaît de votre association. Oui, alors Grandir et Créer existe depuis 5 ans sur Annecy et elle a pour mission de mettre au cœur de l'éducation le lien des enfants à la nature, à eux-mêmes et aux autres. Alors dites-nous, d'où il vient ce festival des jeunes en action? Comment est-ce qu'il est né? Quel en est l'objectif? Alors,
L'objectif, ce festival, en fait, il est vraiment pour mettre en lumière les jeunes, l'engagement des jeunes qui ont entre 9 et 16 ans et leurs projets éco-citoyens ou solidaires qu'ils ont mis en place. On souhaite vraiment montrer qu'ils ont le pouvoir d'agir et qu'ils peuvent changer positivement la société qui les entoure. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs acteurs qui, comme nous, lançaient des initiatives de ce type, mais qu'on était un peu isolés. Et alors, on s'est dit, on va tous se regrouper et on s'est associé à plusieurs associations, dont donc il y a For My Planet, Imagineo, le Réseau des bâtisseurs de possibles, la Fédération des œuvres laïques 74, UNICEF, la classe Croix-Rouge du Collège Raoul Blanchard. Donc, on se réunit et on va tous présenter ce que nos jeunes ont mis en place de façon à inspirer et à diffuser ce message que quand on veut, il n'y a pas d'âge pour agir. Alors justement, Mathias, tu es à côté avec Caroline et Alice. Tu as 13 ans, tu es au collège de Groisy. Raconte-nous un petit peu sur quel projet tu as travaillé. Alors, moi, bonjour. Alors moi, j'ai créé un projet, donc un jeu de cartes, basé sur le 7 familles, donc qui s'appelle Écolo Rigolo. Les familles du 7 familles sont des recettes zéro déchet, par exemple shampoing, baume à lèvres ou lessive liquide. Et c'est des recettes. Et j'ai très hâte d'être demain pour partager mon idée et que les autres en fassent aussi. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de travailler justement sur ce projet pour ce festival? Ça m'a plu déjà qu'il y a plein d'enfants qui sont venus, qui ont plusieurs projets. Donc, il y a plusieurs enfants qui ont des projets. Donc, ça m'a beaucoup impressionné. Il y a beaucoup d'autres enfants comme moi qui ont créé des projets. Et c'était vraiment super d'apprendre que je faisais partie de ce festival. J'étais très ravie. Bravo en tout cas, Mathias. Alice Khalifa, vous êtes la directrice de l'association For My Planet. Même question que pour Caroline. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre association ? Oui, For My Planet, c'est une association. On s'associe donc à des collèges dans toute la France. On choisit une dizaine de sentinelles de l'environnement par établissement qui proposent un projet éco-citoyen. Donc, on part vraiment des idées des jeunes. Donc, c'est autant pour être dans le lien à la nature que dans le lien à l'autre. Donc, ça va être un potager, un poulailler dans leur établissement, mais aussi rendre visite dans les maisons de retraite, faire des nettoyages d'espaces naturels avec des associations de quartier, etc. Ensuite, on les emmène en expédition scientifique et écologique dans les parcs nationaux de France pour être vraiment en immersion dans la nature et travailler avec les scientifiques. Et la dernière étape, c'est qu'ils donnent des conférences de leur mobilisation auprès de publics variés. Maisons de quartier, maisons de retraite, collèges, colloques scientifiques. Expliquez-nous justement dans le cadre de ce festival, comment est-ce que vous avez travaillé de concert avec l'association de Caroline ? Oui, alors effectivement, pour demain, pour le festival en question, on est très, très heureux d'avoir été invités à participer. Et donc, nous, on a des jeunes qui viennent de Lorient, de Paris, de Toulon et qui demain donneront donc une conférence pour raconter leur mobilisation sur les 2 années qui viennent de s'écouler. Et ils tiendront aussi un stand, donc vraiment comme c'est ouvert au grand public, un stand interactif en proposant des expériences scientifiques pour expliquer les phénomènes de changement climatique et aussi faire une banquise en origami. Enfin voilà, il va y avoir plein de petits ateliers comme ça, présenter un court-métrage qu'ils ont réalisé à la mer de glace avec le glaciologue Luc Moreau. Voilà, donc là, on est vraiment sur la sensibilisation et puis de la coopération. Caroline, très rapidement, très rapidement, juste les 3 temps forts de cette journée de demain. Alors, 3 temps forts. Donc, le matin, il y a un atelier pour expérimenter une méthode de création de projets éco-citoyens collectifs. Donc, c'est de 9h à midi. Et de 14h à 17h, il y aura un moment où c'est un village avec plein de stands de toutes les associations dont j'ai parlé tout à l'heure, dont celle d'Alice, avec des enfants qui vont présenter leurs projets sur des stands et avec des mini-conférences. Et à 17h, on célèbre tout ça, on fait un goûter musique jusqu'à 18h. Et il y aura aussi un moment pour le coin des pros, les professionnels de l'éducation qui souhaitent savoir quelles sont les méthodes qui ont été utilisées, parce que chacun a des méthodes et des outils différents. On aura un coin pour eux pour pouvoir échanger avec les pros d'éducation qui sont impliqués ici. Merci beaucoup, ça se passe du côté du collège Raoul Blanchard. Merci à tous les 3 et puis pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.festivaldesjeunesenaction.fr. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe
Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Vous avez ensuite rendez-vous avec un numéro inédit de votre émission En tête-à-tête. Victoria Lopez est allée à la rencontre de Valentin Deluc, célèbre speedrider sur les bords du lac de Montrion. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt sur nos antennes.